L'évolution des dispositifs conventionnels de la métallurgie. Alors, on vous rappelle ce qu'est une convention collective de branche. Elle est là pour compléter, adapter la loi aux spécificités de la branche. Tout ne peut pas être décrit dans la loi. La branche est en théorie quelque chose d'un peu plus homogène que le champ de l'ensemble du salariat en France, et donc elle vient préciser, compléter un certain nombre de choses. Évidemment, si vous revenez aux ordonnances, les fameux 3 blocs, bloc 1, bloc 2, bloc 3, il y a des choses qui ont été prévues spécifiquement de la branche, d'ordre impératif, d'autres qui sont laissées à l'appréciation de la branche, si ça doit l'être ou pas, et d'autres qui sont renvoyées à l'entreprise. On peut dire quand même que le primat de l'accord entreprise, c'est quand même l'esprit des ordonnances telles qu'elles ont été imaginées. Sur certains thèmes, les accords de branche s'imposent à toutes les entreprises. On dit que c'est d'ordre impératif. Exemple, la classification. On ne déroge pas à la classification. Même si vous vous êtes habitués tous à dire oui, mais moi j'ai un système particulier, chez Renault on fait un truc, je citais Renault au hasard, mais chez Airbus, chez Bosch, on a un truc. Oui, mais regardez en haut à gauche de votre feuille de paye, tous, vous avez impérativement une classification UMM, ingénieur au cadre, au territorial, pour les ATAM. C'est la loi. Évidemment, ce que va changer ce dispositif, ici cette nouvelle classification se met en œuvre, eh bien c'est en haut à gauche de cette feuille de paille, mais au-delà, c'est probablement toute la mécanique, y compris l'adaptation qui a pu en être faite ou les dispositifs d'entreprise, qui va être bousculée. Donc on peut dire quand même que tout risque d'être revu. Donc classification, salaire, minima. Alors les minima, c'est un problème particulier, je ne développe pas ici, mais il se trouve que la DGT a une définition assez restrictive des minima. Ce n'est pas tout à fait la nôtre, et donc il n'est pas impossible que sous peu, l'ensemble des organisations syndicales, et pas qu'au niveau de la branche, et peut-être avec l'UMM, aillent recourir devant le Conseil d'État. Je dis cela, on le met entre parenthèses. Le Conseil d'État, c'est la plus haute administration. C'est l'équivalent de la Cour de cassation pour l'administration, hein, si je fais court. Voilà. La formation professionnelle, bien sûr, et la complémentaire santé et prévoyance. Là aussi, il y a un débat, on y viendra plus tard. Sur d'autres, les accords s'appliquent à défaut d'accord d'entreprise. On dit donc que c'est supplétif. S'il n'y a pas d'accord d'entreprise et qu'il y a quelque chose qui a été défini au niveau de la branche supplée à l'absence d'accord d'entreprise. S'il y a ni l'un ni l'autre, c'est la loi. Voilà, c'est aussi simple. Le droit, finalement, est assez facile à comprendre quand il s'ordonne comme cela. Donc sans accord de branche et sans accord d'entreprise, c'est la loi. Les PME se limitent souvent à l'accord de branche. Alors on dit souvent qu'on négocie beaucoup pour les PME. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'aller chercher sur l'étagère une disposition négociée au niveau de la branche. Voilà, on sait que c'est sécurisé, on le déploie et il n'y a pas de risque, normalement, de judiciarisation. Ça a été bordé. L'accord d'entreprise n'est pas nécessairement meilleur que l'accord de branche. Ça, vous le savez, c'est l'inversion des normes. Ce n'est pas récent, hein, ce n'est pas lié directement aux ordonnances. Ça vient depuis 2004. Et loi Fillon, hein, qui a commencé à mettre un coin dans ce qu'on appelait l'architecture des normes, qui faisait qu'on pouvait toujours n'avoir que quelque chose de supérieur. Hein. D'accord, ce principe-là a été battu en brèche. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des accords, on va dire, moins bons, moins disants, mais évidemment, il faut des accords majoritaires. C'est ce qu'a prévu le législateur pour border un petit peu la chose, évidemment. Alors, évidemment, nous nous sommes attelés à ce chantier pour remettre à plat l'ensemble des textes anciens, rendus parfois obsolètes, dépassés par la loi, par les évolutions. Et donc, en fait, quand vous avez un empilement, un millefeuille, il faut voir ce que c'est, hein, les conventions territoriales, plus nationales, plus celles de la sidérurgie, et que vous additionnez le tout et que vous le compilez, c'est quelque chose d'absolument énorme.
il fallait remettre de l'ordre là-dedans. Adapter les règles aux pratiques au monde d'aujourd'hui et de demain. Oui, on ne travaille pas, on l'a évoqué dans le rapport d'orientation, on ne travaille plus en 2019 comme on le faisait en 1975, 72. Simplifier l'architecture des textes, alors là, soyons clairs. 76 conventions territoriales pour les salariés non cadres, voire dans un département, je cite toujours le Nord-Pas-de-Calais, où il y a plusieurs conventions territoriales qui s'appliquent. Une convention collective nationale de la sidérurgie, c'est leur spécificité. Une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Eh bien, il se trouve qu'avec le rapprochement des branches, tout ceci va probablement confluer vers une seule et même convention collective unique. Évidemment, toujours si nous allons au bout de notre négociation. La disparition des conventions collectives territoriales, ce n'est pas une volonté de l'UMM et des partenaires sociaux. Non. Non. La Direction générale du travail, le ministre, la ministre, ont dit « nous voulons simplifier ». Je rappelle que la démocratie étant ainsi organisée, je veux simplifier, nous voulons simplifier les branches en France, il y en avait plus de 600, et certaines exotiques. Alors on parle de 100, 50, enfin bon, on verra bien. Ils ont commencé par les OPCO. Les OPCO ont été obligés de rassembler les OPCA. C'est le cas pour l'industrie, c'est interindustriel, l'OPCA 2I. D'accord ? Mais ça suit au niveau des normes. On va dire pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'on a juste pu justifier, nous, partenaires sociaux de la branche, attendez, messieurs de la DGT, attendez, messieurs du gouvernement, on y travaille depuis 2 ans et demi. Laissez-nous encore un peu de temps, on va aller au bout. Mais si on ne va pas au bout, ils s'occupent de nous. Y compris pour la Convention nationale des ingénieurs et cadres, dont on sait que s'il fallait la repasser aujourd'hui à ce qu'on appelle l'extension, c'est-à-dire un acte administratif juridique qui fait que, une fois que la DGT a dit c'est conforme aux textes, aux lois, aux règles, etc., ça devient applicable et à l'ensemble des entreprises de la branche, eh bien on sait que si on devait repasser notre Convention nationale des ingénieurs, elle ne repasse pas l'extension. On pourrait essayer de bâtir une nouvelle, mais je vous rappelle que celle-là aussi, ils veulent la mettre par terre. Alors un point rapide, vous vous souvenez pour certains de ces 9 pavés, ces 9 briques élémentaires de notre ADN. Principe et architecture, j'en ai parlé, c'est les conventions territoriales versus la convention nationale. Alors vous avez la petite barrette verte en dessous et le rouge signifiant ce qui reste encore à faire. Alors là-dessus, il y a encore un petit peu du rouge, mais on peut dire que le principe de la convention unique, quelque part, est acquis. Après, il y a tout un ensemble de dispositions qu'il faudra voir, comment on abroge une convention territoriale. Ça ne peut être que les parties constituantes qui l'ont signée au départ, qui l'éteignent ou qui récupèrent la convention nationale et qui l'intègrent. Bon, il y a tout un débat juridique, mais ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons vers la disparition des conventions territoriales et vers la convention unique, très probablement. La classification, ça tombe bien, on va vous en parler longuement cet après-midi. Donc je ne développe pas. Temps de travail, c'est fait. Un bloc qui a été traité. Alors, en quoi consistait-il ? Eh bien, à redéfinir un certain nombre de choses, les contingents d'heures supplémentaires, et puis pour nous particulièrement, quoique ça nous a intéressés aussi, parce que nous avons beaucoup d'agents de maîtrise, bien sûr, les définitions de forfait, par exemple, ça a été assez accroché. Comment dirais-je, l'UMM avait une extension un peu évasive, selon nous, de ce que devaient être les conventions de forfait. Nous sommes revenus à des définitions, nous semble-t-il, un peu plus carrées, qui limiteraient l'usage abusif ou le recours abusif au forfait jour, par exemple, certaines sociétés considérant que cadre égale forfait jour. Non. Voilà, on dit non. C'est aussi simple que ça. Santé et conditions de travail, donc le thème 4. Nous n'avons pas fait montre d'une grande innovation sociale en la matière. Donc, alors ça se comprend dans les échanges qu'on a eu avec l'UMM qui nous dit mais là, c'est quand même typiquement dans l'entreprise que les choses se jouent. C'est pas faux. Nous aurions aimé avoir un tout petit peu plus d'innovation. On avait par exemple poussé l'idée d'un droit
au télétravail comme étant un droit acquis, à minima, ça aurait pu être, par exemple, mettons 2 jours par mois. Impensable, nous a-t-on opposé. Bon, malgré tout, il y a un certain nombre d'éléments là contenus dans ce bloc 4 et on viendra en votre support et votre appui pour vous aider à négocier sur le sujet. Relation individuelle du travail, là nous y sommes, c'est le point 5, c'est celui qui commence à faire du bruit parce que, évidemment, c'est dans ce bloc-là que se comparent les 76 conventions territoriales de la métallurgie et celles, par exemple, des ingénieurs et cadres. Et même si le vocable de nos chers collègues de l'UMM, c'était « mais vous allez voir, c'est une négociation de curseur », bah oui, c'est une négociation de curseur, oui. Mais nous, on ne les met pas tous en bas. Ah oui, vous ne pouvez pas les mettre tous en haut. Ben non, d'accord, on va trouver l'équilibre. Compliqué l'équilibre, parce que, évidemment, il y a des différences significatives, très significatives. La prime d'ancienneté qui existe chez les non-cadres, qui n'existe pas chez les cadres. Les congés d'ancienneté qui s'acquièrent plus vite chez les cadres que chez les non-cadres. Alors on avait une petite idée, hein, c'était on prenait le meilleur et ça ne marche pas comme ça. Hein, la négociation, c'est juste un peu plus accroché. C'est un point dur. On en est à la V6, 7. Nous en sommes à la V7. Je pense qu'on part vers la V9 tranquillement, c'est version 1. Ça. On y retourne fin juin et puis on va se remettre au carré début juillet avec les représentants de l'UMM en disant bon, là, on a du mal à se comprendre les amis, il va falloir se dire un certain nombre de choses. Ah, ça tombe bien, monsieur le délégué général de l'UMM sera en duplex, c'est une nouveauté, tout à l'heure avec nous. Ah ben, nous lui poserons un certain nombre de questions. On recule devant rien. Il n'a pas pu venir, on lui a dit on vient à vous, vous inquiétez pas. Les moyens modernes. Bon, on verra bien. Emploi, formation, Fabrice vous en a parlé. L'OPCO 2I est en place. Il faut négocier un accord d'entreprise, un accord de branche, évidemment. On s'y attelle. Celui-là sera pratiquement indépendant. Il faut le faire indépendamment de tout le reste. Tout le reste ne marcherait pas. Que de toute façon, il faut avoir un accord de branche concernant la formation professionnelle. Donc celui-là, on va le négocier courant second semestre assez rapidement, d'ici la fin de l'année. Et bon, il ne pose pas vraiment de difficultés majeures, quoique on se méfie toujours un petit peu. Évidemment, il entraînera, on vous l'a dit ce matin, on a témoigné, une collègue de Dassault nous faisait part d'eux, et je vous faisais un autre témoignage concernant la société Orano. Oui, là, il y a de vrais enjeux. Et donc, très probablement, vous aurez à renégocier localement, dans vos entreprises, dans vos groupes, des accords de formation. Protection sociale, c'est un sujet qui est plus technique et d'une ampleur qui dépasse la branche. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il met en jeu des mécanismes, le fameux 1,5 tranche A, accord de 47, vous vous souvenez, Agir Carco, etc., revisité par un accord interprofessionnel du 17 novembre 2017. Là aussi, difficulté d'interprétation du sujet. Est-ce que c'est impératif ou est-ce que ça ne l'est pas? Pour nous, ça l'était, puis ça ne l'a plus été, puis ça le redevient. Donc il y a un va-et-vient là juridique. Je vous rappelle qu'il y a des sociétés, je ne sais pas s'il y a des collègues de SEB dans la... Oui, je crois que j'en ai vu. Ici, oui, là-bas, j'ai vu la main. Eh bien, la direction de SEB, gentiment, y est allée gaillardement en disant c'est plus impératif, on modifie les choses dans l'entreprise. Ça nous a posé des problèmes et il n'est pas certain que la direction n'en est pas bientôt avec nous. On attend d'avoir des précisions sur le plan juridique. Donc la protection sociale, c'est un très lourd sujet. Et c'est pour cela que nous avons demandé, j'ai demandé à la Confédération de venir avec nous en négociation, simplement pour qu'ils se rendent compte de l'importance de ce sujet. La responsable Anne Bernard nous accompagne et la juriste spécialisée en la matière également. Les rémunérations, je ne vais pas aller plus loin, une grille de classification aboutit à des minima. Donc vous faites érase par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui sur les minima de grille, et il faut en reconstruire de nouveau. Comment? C'est là qu'est le problème. Et donc, nous pensons que ce sera un peu la mère de toutes les batailles. Une fois qu'on aura fini tout le reste, soit on finit de s'écharper là-dessus, et on n'y arrive pas, on ne finit pas à franchir le dernier step,
soit on y arrive et on gage qu'on y arrivera, mais c'est assez compliqué à imaginer pour l'instant. D'abord parce qu'on n'arrive plus tout à intégrer, il faut le dire. Donc on se concentre sur le thème 5, le thème 7. Et puis il restera cerise sur le gâteau, nous militants, comment nous allons vivre ça. On espère d'ailleurs que l'UMM fera montre d'une certaine ouverture d'esprit. Je passe des messages là. Pour cette négociation, il y en a qui s'étouffent, respirez. Je rappelle que c'est à l'issue de ces 9 thèmes que nous déciderons ensemble, j'ai oublié de le dire dans le rapport d'orientation bien sûr, que nous déciderons ensemble dans un format, un Conseil national élargi, du mandat que vous nous donnerez ou pas, à l'aune de tout ce qu'on vous aura expliqué, pour la signature ou pas de cet ensemble. C'est un tout. Chaque organisation ne viendra pas faire son petit marché en disant « mais tiens, moi je prends la formation, par contre je laisse tomber la classif. Non, moi la QVT ça me va bien, enfin les conditions de travail ça me va bien, mais par contre la REM non. » Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. On ressort tous les textes mis au frigo, en réserve, on regarde si ça tuile, on en débat, vous nous dites blanc, vous nous dites noir, on y va pas. C'est comme ça que ça se passera, évidemment. Ce qui est vrai pour nous est vrai pour les autres. L'horizon Mi-2020. 2020. Peut-être. Mi-2020, au mieux. Ah, vous aurez ce soir M. Hubert Mongon, je gage que quelqu'un lui posera la question en disant « mais… » Puis je gage qu'il répondra que nous sommes pressés. Vous verrez bien. Voilà, je vous ai fait un tour un peu succinct, rapide, je suis désolé. Mais je crois que vous êtes habitués maintenant à cette présentation. Et on va enchaîner, gentiment, sur la classification. Allez. À mon tour de prendre la suite pour vous présenter, avant de rentrer dans la logique de cotation et pour que vous compreniez bien le contexte et que vous soyez plus à même de faire l'exercice avec une meilleure connaissance de ce que nous avons fait. Un premier rappel d'abord, pourquoi s'attachons-nous avec autant d'importance aux classifications et à quoi sert une classification dans nos entreprises? La classification, et vous le sentez bien, ça permet de définir la hiérarchie des emplois. C'est un outil qui permet de définir la hiérarchie des emplois. Une classification 360, un emploi de classification 365 n'est pas considéré de la même façon qu'un emploi de classification 3A aujourd'hui. Mais à la rigueur, il y a d'autres outils pour positionner les postes les uns par rapport aux autres dans une entreprise, et vous avez en particulier l'organigramme. L'organigramme, par contre, il a une chose qu'il n'apporte pas, c'est la notion de salaire mini. La classification, elle fait un lien entre un coefficient et un salaire minimal garanti. Et ça, c'est une spécificité qui est propre au sujet des classifications. On associe toujours classification et salaire mini garanti. Enfin, dans un dernier lieu, la classification permet de définir des seuils à partir desquels certaines dispositions s'appliquent qu'à certaines catégories de population. Souvent, aujourd'hui, c'est la notion de cadre, non cadre. Il n'est pas impossible que demain, nous ayons des seuils qui soient différents et plus progressifs. En tout état de cause, une classification n'est pas un outil d'évaluation du salarié. C'est un outil de mesure de la cotation du poste, et on va y revenir. Les classifications, comme vous l'a dit Gabriel, c'est un des rares sujets désormais dans une convention collective qui est dit impératif, c'est-à-dire qu'il s'imposera aux entreprises. Certes, des entreprises pourront avoir la tentation, comme elles le font aujourd'hui, de faire des classifications parallèles. Dans tous les cas, la classification de la branche devra être maintenue. Pourquoi? Puisque, vous l'avez bien compris, classification fait un lien bijectif avec rémunération mini. C'est une façon de réduire ou de limiter le dumping social. Sinon, certaines grandes entreprises pourraient avoir la tentation d'appuyer un peu trop fort sur leurs sous-traitants en leur expliquant qu'ils peuvent sabrer au maximum les salaires. Là, au moins, les salaires mini garantis permettent d'éviter qu'on aille trop bas. Deuxième élément, ça permet à chacun d'entre nous dans nos entreprises de comprendre un peu mieux éventuellement une échelle de salaire, l'échelle des coefficients, et donc c'est un élément d'une certaine paix sociale. Et en troisième lieu, ça nous permet, quand on souhaite changer d'entreprise, de se dire, si mon poste vaut 365 dans mon entreprise, et qu'on me propose un poste de niveau 365 dans une autre entreprise, que globalement, c'est des postes de niveau équivalent. Alors, quel était l'objectif
des parties, quand elles se sont lancées dans cette drôle d'aventure qui avait déjà été lancée à moult reprises et qui n'avait pas abouti, de rénover les classifications de la métallurgie. La première chose, c'est de moderniser. Bon, il y a des entreprises, vous en avez quelques-unes parmi vous, qui avaient des classifications parallèles. Et puis, il n'est pas rare dans les plus grands groupes, en particulier pour les cadres, on utilisait des méthodes de mesure des postes qui n'ont rien à voir avec la définition qui sont aujourd'hui dans les classifications, qui étaient les méthodes de Hay, par exemple. Nulle part dans la classification cadre de 72, il est indiqué qu'il faut utiliser la méthode de Hay pour mesurer un poste 3A. C'est une définition qui est codifiée de manière différente. Le deuxième point, classification non cadre 70, classification cadre 72, c'est pas hier. C'est pas hier. Et donc, les organisations d'hier qui étaient très pyramidales, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus plates. On parle de métiers transverses, de gestion de projet. Il y a même des métiers que les uns et les autres, nous ignorions il y a 5 ans. Data analysis, data scientist. Bon. C'est des métiers qu'on ne connaissait pas. Donc, si on veut aujourd'hui pouvoir valoriser, coter, mesurer le poids de ces postes-là, il fallait probablement revoir la façon de le faire. Bâtir un système transparent, compréhensible et équitable, si c'était pour faire moins bien, ce serait un peu dommage. La première chose, c'est de coter de manière équitable tous les postes. Souvent, dans nos entreprises, on a le sentiment que l'expert est moins bien reconnu que le manager. Pourquoi ? Parce que les classifications d'hier, qui étaient basées sur des organisations très pyramidales, mettaient plus en exergue les qualités du manager que la qualité de l'expert. On va essayer, et j'espère vous le démontrer avec les planches qui suivent, que ce sera probablement plus équitable demain. Diversité des compétences. Hier, des compétences comme les qualités de communicant, de management transverse n'étaient pas reconnues et n'étaient pas prises en considération dans l'évaluation des postes que vous aviez. Aujourd'hui, nous avons mis sur la table des critères qui, je crois, permettent de le reconnaître un peu mieux. Et enfin, les salariés doivent comprendre leur classification. Je ne voudrais pas faire l'exercice aujourd'hui avec vous, mais je ne suis pas certain que vous soyez très nombreux à être capables de me sortir la justification des coefficients des postes que vous occupiez, en vous référant à la classification 70 ou 72, et d'apporter des arguments suffisamment pertinents pour que vous me convainquiez. L'exercice, c'est que demain, tous les salariés soient capables, de manière la plus simple possible, de comprendre la classification des postes qu'ils occupent. Et donc, dans cet ordre d'idée, si vous avez une bonne compréhension de la classification du poste que vous occupez, vous pouvez même estimer la classification d'un poste que vous ambitionnez et ça participe de donner une meilleure visibilité pour vos parcours professionnels. Les principes. Les principes de la nouvelle classification, une grille unique. Aujourd'hui, vous savez, classification non cadre, on parle de points, 365, 335, et une classification cadre, 3A, 3B, position 2. Demain, une seule classification qui ira de l'ouvrier non qualifié au cadre sup. C'est donc une grille unique. Deuxième point extrêmement important, on va revenir à ce qui est l'essence même d'une classification. Ça n'a rien d'ébouriffant en soi, mais je pense que les pratiques ont largement été oubliées dans beaucoup de nos entreprises. Une classification n'évalue pas un individu, elle évalue un poste. Donc, alors qu'aujourd'hui, dans le langage commun des uns et des autres, on a plutôt tendance à dire « je suis 335 » ou « je suis 3A » et non pas « j'occupe un poste 365 » ou « j'occupe un poste 3A ». On mesure un poste, c'est-à-dire que si vous changez de poste, vous êtes supposé changer de coefficient. Je ne suis pas sûr que ce soit les pratiques RH les plus répandues aujourd'hui. Donc ce n'est pas une mesure de l'outil de la performance de l'individu. C'est très important de comprendre ça. Troisième point, et on va y passer une planche. Donc tout ceci sera basé sur une fiche descriptive d'emploi qui sera obligatoire, qui sera remise à jour régulièrement et qui permettra peut-être de faire évoluer le coefficient du poste que vous occupez. Et le quatrième point, cette fiche d'emploi vous servira de base à l'évaluation sur la base de 6 critères, eux-mêmes échelonnés sur 10 degrés, et les planches suivantes vont vous permettre de mieux comprendre cette mécanique. Fiche descriptive de poste, absolument obligatoire. C'est très nouveau. Je suis loin d'être persuadé que dans vos entreprises, tous les postes soient décrits par des fiches d'emploi et des fiches d'emploi parfaitement codifiées. Non pas sur le formalisme général, mais sur son contenu. Elles doivent décrire toutes les activités significatives. Que ces activités significatives soient très directement liées à l'activité principale du poste ou qu'elles soient secondaires. 2 exemples que j'aime bien prendre en référence pour essayer d'illustrer mon propos. Vous pouvez avoir dans des plus petites entreprises, c'est moins vrai dans les grandes, un comptable qui fait aussi fonction de RH. Comptable 80% du temps, RH 20% du temps. Si les fonctions RH, les activités RH justifient
dans la grille d'évaluation que nous allons voir dans une ou deux planches, que les points soient supérieurs aux activités liées à l'activité comptable qui pourtant occupe 80% de son temps, c'est ces activités RH plutôt minoritaires en termes de temps d'occupation qui seront prises en compte. De la même façon, pour illustrer un autre exemple, vous êtes 2 ingénieurs de bureau d'études, 2 techniciens de bureau d'études. L'un d'entre vous représente assez régulièrement sa hiérarchie dans des réunions d'ordre supérieur. Ça induit des points complémentaires dans certains critères. Et donc, ça induira un coefficient différent. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ce soit parfaitement reconnu comme ça. Donc, l'importance de la fiche de poste qui devra décrire, donc avec beaucoup de précision et de complétude, les activités, le niveau de responsabilité et les relations de travail avec quel type de collègues vous travaillez. Avec quelque chose de fondamental, ça doit décrire ce que vous faites réellement, pas ce que vous êtes supposé faire. Ce n'est pas une fiche d'embauche. Ce n'est pas les fiches qu'on met sur l'APEC pour dire voilà ce que je cherche comme tel ou tel salarié. Vous devez absolument faire consigner dans ces fiches de poste exactement ce que vous faites. S'il y a un décalage entre ce que vous faites et ce que vous êtes supposé faire, on doit en discuter d'abord dans l'entreprise. Mais d'ailleurs, c'est un sujet de droit. Hein. Quand il y a des discussions sur les coefficients, le juge regarde toujours ce que le salarié fait et pas ce qu'il est supposé faire. Après l'analyse de poste, donc la fiche descriptive doit être précise et détaillée, et je le dis souvent de manière un peu lapidaire, de la façon suivante: fiche de poste pourrie, cotation pourrie. Donc si vous avez une fiche de poste pourrie, vous aurez une cotation pourrie. Et a priori, c'est pas sûr que vous y gagnez. Donc à vous de faire attention. À vous de faire attention, sachant que cette fiche de poste sera rédigée en français. On va voir comment ça va réagir dans les grands groupes internationaux qui ont tendance à rédiger plein de documents en anglais. Vous serez consulté, donc vous aurez un avis, vous serez capable de dire écoutez, moi je considère que la fiche de poste est claire et complète, ou au contraire, on a oublié de consigner certaines activités qui me semblent importantes, donc il y a un débat qui doit s'instaurer. En finale, c'est malgré tout l'entreprise qui décide, parce que jusqu'à nouvel ordre, le lien de subordination, c'est plutôt l'entreprise qui décide ce que vous faites et pas vous qui décidez ce que vous faites, même si c'est parfois le cas dans nos entreprises. Réexamen de la fiche descriptive de manière régulière. Pourquoi? Parce que vos métiers, nos activités évoluent au fil, alors peut-être de l'année, au moins des années. Donc il est peut-être pertinent régulièrement, et l'entretien professionnel peut être une bonne étape pour le faire, de revisiter la fiche descriptive d'emploi, vérifier si les activités listées soient toujours cohérentes de ce que vous faites réellement. Si elles le sont, tant mieux. Si elles ne le sont pas, on fait les amendements qui vont bien, et on peut demander une cotation nouvelle du poste, parce qu'on peut penser que les activités nouvelles qui ont été ajoutées pourraient justifier de coefficients différents, et dans ce cas supérieurs. Il sera rare qu'on demande une réévaluation si on pense que c'est à la baisse. Donc, et en finale, quand vous aurez la cotation qui vous sera proposée par l'entreprise, par votre manager ou votre RH, vous serez en droit de demander exactement l'exercice que nous allons faire tout à l'heure, c'est-à-dire critère par critère, comprendre pourquoi le poste a été coté à tel ou tel niveau. Je vous ai dit qu'il y avait 6 critères classants qui permettaient de mesurer la valeur, quelque part, du poste que vous occupez. Les 6 critères, on va les détailler, vous allez faire l'exercice. Donc, juste pour en comprendre l'essence, complexité de l'activité, ça va permettre de mesurer en quoi le poste que vous occupez exige de vous que vous avez des problèmes plus ou moins complexes à résoudre, que vous devez faire preuve d'innovation. Le deuxième sujet, connaissance, c'est un critère qui va permettre de mesurer en quoi le poste, je dis bien le poste, nécessite d'avoir un certain niveau de connaissance, qui soit acquis d'ailleurs par la formation initiale, continue ou l'expérience. Je dis bien que ce n'est pas nécessairement un lien avec le diplôme de l'individu. On peut fort bien, un poste, exiger un niveau Bac+5 et que l'entreprise propose sur ce poste-là un salarié qui a un CAP. C'est le choix de l'entreprise. Ce qu'on est en train d'évaluer, c'est le poste, pas l'individu. Troisième point, c'est l'autonomie. C'est en quoi le poste que vous occupez exige que vous soyez soumis à plus ou moins de contrôle. Est-ce qu'on va, à chaque fois que vous faites une micro-tâche, vérifier ce que vous avez fait, ou au contraire, attendre, ce qui est parfois le cas avec nos niveaux de responsabilité, de vérifier sur les résultats que ce que vous avez fait est correct. Quatrième point, la contribution. On peut appeler ça aussi responsabilité. Finalement, c'est le champ d'action de vos activités. Est-ce qu'elle est très restreinte, ou au contraire, est-ce qu'elle s'adresse à l'ensemble de l'entreprise? En quoi les actions que vous avez dans votre fiche de poste, dans votre activité, a un impact plus ou moins fort sur l'entreprise?
Encadrement, coopération, ça se comprend un peu plus naturellement dans la mesure où encadrement, on parle d'encadrement hiérarchique. Coopération, on veut essayer de mesurer là le management transverse, la coordination, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, où les organisations étant de plus en plus plates, il y a de moins en moins de postes de managers au sens hiérarchique du terme et de plus en plus de gens qui coordonnent. Et on intègre aussi là-dedans une notion d'expert, puisqu'on a mis la notion d'appui, c'est-à-dire que si vous devez apporter un niveau d'expertise, un niveau de support à des collègues parce que vous avez une technicité particulière, ce sera aussi reconnu dans ce critère. Et dernier point, c'est la communication. Est-ce que le poste exige de vous que vous ayez simplement à communiquer de manière très limitée avec les collègues que vous avez à côté de vous? Au contraire, vous devez négocier des éléments extrêmement importants au plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas tout à fait le même niveau de responsabilité. Voilà ce que ça donne à la fin. Vous aurez 6 critères, les 6 colonnes verticales, 10 degrés. Et pour chacune de ces 60 cases, il y a eu 60 définitions qui ont été proposées. Et puis, l'exercice que vous allez faire, donc je vais pas, vous allez le voir in live, vous allez essayer sur la base de la fiche de poste, tenter de trouver pour chacun des critères ce qui vous semble être la définition qui se rapproche le plus. Si vous considérez sur la fiche de poste que la définition qui se rapproche le plus est de degré 6, ça fait 6 points. Si sur le niveau connaissance, c'est le degré 4, ça fera 4 points, 6 plus 4, 10. Et on arrive comme ça à l'évaluation d'un nombre de points pour chacun des postes que vous occuperez. C'est une simple addition. Je pense que c'est pas très compliqué. Ça donne quoi? Et là, vous l'avez bien compris, on va avoir un échelonnement des postes, des cotations qui vont aller de 6 points, 6 fois 1 point, à 60 points, 6 fois 10 points. Eh ben, ça fait 55 coefficients, ça nous semblait beaucoup, 55 niveaux. On a fait des regroupements par tranche de 3, ça donne 18 coefficients. Donc demain, la grille de la métallurgie serait, il y a encore peut-être des débats si c'est 18 ou 20, mais pour l'instant c'est 18. C'est 18 coefficients. Et demain, à la place d'un coefficient 365 ou 3A, ben, vous pourrez vous targuer d'être F11, D7. Ça fait un peu bataille navale. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de termes plus sexy. Donc si on trouve, eh ben, on fera. Sinon, on laissera comme ça. Un seul seuil qui a été clairement identifié, qui est encore à vérifier par des évaluations, mais qui est une première indication. Les postes de statut 4, ce seront des postes qui auront plus de 37 points. J'ai mis une pointillée vert au niveau de 19 points. Pourquoi? Parce qu'on peut penser que c'est aux alentours de 19 points que se fera la différence entre le premier et le second collège. C'était un ordre d'idée, c'est pas aussi impératif et aussi strict que la notion de 37 points pour le statut cadre. Comment ça va se passer? 24 mois à partir du moment où la convention collective s'applique. Alors on l'a dit, on finit Enego 2020, à mon avis ça ne s'appliquera pas avant 2021. Les entreprises auront 24 mois pour décliner ça. Alors après, comment elles vont le faire? À elles de le jouer. Moi je leur conseille assez vivement d'intégrer les partenaires sociaux dans le processus, sinon ça risque d'être assez tendu. Quelques protections, si demain vous avez un poste cadre, vous êtes dans un poste cadre, au moment du changement de classification, pas de bol, le poste est évalué à moins de 37 points, malgré tout vous conservez les statuts les attributs du statut cadre. Tant que vous ne changez pas de poste. Si vous changez de poste, ça se rediscute. Une certitude, garantie du maintien de salaire. Le seul risque que vous avez demain, c'est que votre salaire augmente. Pourquoi? Parce que si votre poste est coté à un niveau tel que le salaire mini est supérieur au salaire réel du poste que vous occupez, par nature, vous serez remis au salaire mini. Et comme on ne baisse pas les salaires, vous savez ce qui peut se passer. Je ne sais pas si ça arrivera souvent, mais ça arrivera sûrement. Et enfin, si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez des doutes, vous pourrez demander la justification du classement. Et puis, vous serez là, vous militants formés et chevronnés, pour aider les salariés à mieux comprendre. Ce qui nous reste à faire, c'est le guide pédagogique qu'on est en train de diriger. Et ça, vraiment, il y a un vrai travail paritaire extrêmement riche avec l'UMM et les autres partenaires sociaux, les autres syndicats là-dessus. On va vous expliquer ce que vous allez tester là dans quelques secondes. Les mots. Vous allez voir que les définitions, elles sont parfois un peu plus ou moins claires. En tout cas, si on n'a pas l'habitude. Et en final, ça servira de base à ce que vous serez peut-être, certains d'entre vous, vous serez demain cotateur. C'est-à-dire que vous aurez une certification de branche qui démontrera que vous avez toutes les compétences pour être un certificateur de la même façon que certains RH. On sera au même niveau que les RH, ce qui est quand même pas toujours le cas. Pardon. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer.